les 3 actus essentiels, c'est signé Karim Rarbaj. De la neige, de la sculpture et de la récup. Alors la poussière, je la conserve au froid pour la traiter en fait. Petit récap de ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la petite galerie. Et on commence avec le fololo, sortez les doudounes. Cette semaine, on suit le compte de Simon Beck, un artiste britannique. Simon, il fait du snow art, il dessine dans la neige et avec des raquettes de rando, des formes géométriques immenses. Époustouflant, on sait pas comment il fait pour s'y retrouver dans de si grands espaces, mais apparemment, il utilise cette petite lunette style Terminator et niveau cardio, il plaisante pas, il fait largement ses 10 000 pas par jour vu qu'il termine ses dessins en une fois. Bon, globalement, ses œuvres, elles passent rarement la fin de la semaine, donc il immortalise tout en photo. Sauf que Simon, il est hyper doué en snow art, mais en photo, il n'y a plus personne. Sérieux, il n'y en a pas une qui est cadrée correctement. Bon, ça fait son charme, il est nature, c'est notre fololo de la semaine. Et on continue avec l'incruste. Cette semaine, on passe une tête dans le grand atelier de Lionel Sabaté, un artiste un peu à part. Ouais, Lionel, il crée toutes sortes d'œuvres avec des matériaux improbables. Eh oui, c'est bien de la poussière. Lionel, il travaille ce médium depuis de longues années et avec ça, il crée des sculptures comme ce petit oiseau, ce grand loup hyper stylé ou encore cette série de portraits. Je fais pas ça pour choquer en fait, je fais ça plutôt pour se questionner sur le monde qui nous entoure. C'est assez fou et disons-le, un peu perturbant. Faut pas être asthmatique à une expo de Lionel, mais derrière ces œuvres surprenantes, il y a une réflexion sincère. On a tous un petit morceau de nous dans une poussière, c'est quelque chose qui n'appartient à personne. Qui pourtant nous représente tous. Et il va encore plus loin dans la récup. Il travaille une autre matière assez singulière. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner de quoi est faite cette œuvre incroyable. Vous l'avez ? Eh ben, cette œuvre, elle est constituée uniquement d'ongles coupés et de peau morte. Sur une pièce comme ça, il y a 1 million de peaux mortes. 1 million. Ouais. Bref, tout ce que vous videz du siphon de la douche, ça peut intéresser Lionel, mais rassurez-vous, niveau odeur, on est clean, il a tout traité, tout est passé au froid et à l'alcool. Il y a un petit pourcentage de personnes qui sont vraiment dégoûtées, quoi, et qui sont dérangées, alors là ça m'embête. Surprenant, et pour se fournir, il va pas dans des enseignes traditionnelles, il n'y a pas de rayon peau morte chez Cultura. C'est des peaux que je récupère chez des podologues, c'est des sacs qu'ils me gardent. Trop bien, et Lionel, il a la reconnaissance du monde de l'art puisqu'il est finaliste pour le prix Marcel Duchamp. On croise les doigts pour lui. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, on vous présente une légende vivante de la sculpture contemporaine, Carol Fuhrman, américaine, une pionnière de l'hyper-réalisme. Bluffant, Carol, elle sculpte dans toutes les tailles et avec énormément de techniques différentes. Elle modèle du plâtre, elle fait des moulages corporels sur des gens qui ne sont pas claustros, elle peint, elle vernit, elle fait fondre du latex et pour ses œuvres massives, elle manipule en toute détente du bronze en fusion. Or 2000 degrees. Et comme elle est sympa, elle partage même ses tips dans des petits tutos YouTube et en exclu pour la petite galerie, elle nous donne en interview son secret ultime. Ma carrière est directement guidée par l'astrologie. Et quand la Lune entre en vacuité, c'est mort. Je ne démarre rien à ce moment-là. Mais quand Mercure est en rétrograde, vous pouvez tout faire, surtout les nouveaux projets. Ok, merci pour le conseil. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Notre deuxième invitée, c'est une artiste peintre. Elle est citée dans le prestigieux classement des 30 personnalités les plus influentes de moins de 30 ans de Vanity Fair. Ces tableaux sont magnétiques. Ils explorent notre rapport à la mémoire, à la famille. Johanna Torgman va nous rejoindre. Mais d'abord, son portrait, c'est la tradition. C'est en 3 mots et c'est signé Damien Cabrespine. Johanna Torgman en 3 mots. Mot numéro 1, lien. Johanna Torgman est une artiste qui crée du lien, qui connecte et reconnecte, qui travaille la mémoire et le passé pour mieux s'ancrer dans l'actualité. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Des portraits de citoyens engagés, des toiles qui honorent les personnes immigrées. Johanna Torgman est une conteuse. Elle raconte la vie des autres et en filigrane, la sienne. Ma volonté, c'est de vous raconter des histoires, peu importe le médium.
Mot numéro 2, famille. Les portraits d'ancêtres et les photos de famille sont pour Johanna Torgman une inépuisable source d'inspiration. Je suis définie par les gens que je peins plus que par comment je le fais. La question de l'immigration est au cœur de son œuvre. Dans son expo Octobre 61, elle racontait l'histoire de ses grands-parents qui ont quitté l'Algérie pour s'installer en France. Il y a vraiment cette volonté de montrer les gens qui nous ressemblent et de célébrer cet héritage-là. Et enfin, mot numéro 3, cosmopolite. Dans son travail, Johanna Torgman célèbre un monde cosmopolite et ses toiles ouvrent de nouveaux horizons. Donner la parole à ceux qui ont envie de pouvoir de communiquer quelque chose. Pour une de ses expos, Johanna Torgman a même créé un pays imaginaire, la République du Torgmanistan, un lieu qui accueille les réfugiés du monde entier. Tout est autour de la valeur humaine. Lien, famille, cosmopolite, Ça me va plutôt pas mal, ouais. ça vous va plutôt pas Ouais. mal? Le côté cosmopolite est assez frappant. Depuis que vous êtes petite, vous êtes frappée malgré tout par l'importance de la famille, des histoires de famille, des albums de famille. Vous les avez toujours feuilletés. Est-ce que ça vous inspire quand vous peignez? Ouais, en fait, mon travail, il est vraiment basé sur ça aujourd'hui, sur cet héritage qui a été transmis par ma famille. J'ai eu de la chance d'avoir un grand-père passionné d'albums photos. Donc, à chaque fête des grands-pères qu'on invitait, parce qu'elle n'existe pas encore, on lui offrait un album de photos, quoi. Et puis, il le remplissait. Et puis, il avait à cœur de nous raconter chacune des histoires qui se cachaient derrière chaque image. Donc, au départ, c'était pas ma passion première. Je le subissais avec plaisir quand même. Mais en grandissant, il y a bien sûr cette quête identitaire qui se cache aussi à travers tout ça. Donc, j'ai été refouillée un petit peu plus avec une plus grande curiosité, je dirais. La quête identitaire, c'est une manière pour vous de vous retrouver. Il faut raconter l'histoire de vos grands-parents. On l'a vu rapidement, mais ils sont arrivés, grands-parents algériens. Du côté de ma mère, Ils ont algérien. débarqué en France. Ouais. Et vous les avez représentés en arrivant en France dans une série de peintures. C'est pas tellement une question politique, c'est pas la thématique de l'immigration en général qui Ça le devient. portait. Ça le devient toujours, malgré l'art est politique. À partir du moment où on choisit surtout des sujets comme ceux-ci, qui sont d'exil, etc., on a forcément une portée politique de fait de notre existence. Déjà, nous sommes politiques. Mais Donc non, c'était aussi politique qu'intime. c'est plus intime, bien sûr, mais je trouve que la politique, il y a des sous-entendus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont, en tout cas, il y a eu ce rapport plus à l'intime qui prenait le dessus, parce que dans cette fameuse exposition 25h0, octobre 61, pardon, 25h01, c'était une autre, les gens, en fait, se projetaient de par leur héritage à eux, se projetaient par rapport à leur famille, ils venaient une première fois, puis ensuite avec leurs parents, leurs grands-parents. Donc ça crée un vrai débat autour de ces histoires-là. On va voir l'une de vos œuvres, Genesis. Racontez-nous. Alors Genesis, comme son nom l'indique, c'est vraiment, en fait, ça représente c'est une photo qui a été tirée du mariage de mes grands-parents en Algérie, peu de temps avant voilà, on les voit là. Ça, c'est la photo originale. Voilà, exactement. Il y avait cette volonté de faire un close-up, en fait, et doter ces visages pour avoir une possibilité une universalité plus grande, en réalité. Cette possibilité de se projeter en disant, ça pourrait être l'union de mes grands-parents à moi, de vos grands-parents à vous, etc. Donc, au départ, il y a eu cette volonté de raconter des histoires extrêmement précises, et on le voit aussi dans cette expo où il y a un mur qu'on a vu en introduction avec tous ces portraits qui étaient tirés des premiers documents d'identité de quand les gens sont arrivés en France la première fois. Donc Oui. les premiers visas de travail, les premiers passeports, etc. Et on voit moins là, mais en vrai c'est du bois gravé. Et il y a une sculpture de l'empreinte du tampon du passeport la plupart du temps. Donc c'est pour montrer ces différentes vagues. Donc il y a cette singularité à travers chacune des personnes, mais il y a aussi cette universalité qui prend le dessus de nos histoires. On est sur TV5 Monde et vous êtes le comédien francophone TV5 par Monde. excellence, mais bien sûr. Ah, c'est pas. Pourquoi tu Né m'as à pas dit depuis... Casablanca, vous avez vécu au Québec. Il y a un accent à Monaco ou pas? Il n'y a pas d'accent à Monaco, mais Non. il existe le monégasque. Bien sûr. Les enfants à Monaco apprennent le monégasque. Mais en tout cas, revenons au Maroc parce qu'il y a quelque chose d'assez génial dans la francophonie, c'est que dans le français, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe, et Ah oui. dans le dialecte marocain, il y a beaucoup de mots qui sont aussi empruntés au français. Beaucoup. Et c'est très drôle. Une voiture, automobile, Automobile. Ah oui, c'est ouais. vrai. Une télévision. Télévision. Un hôpital. Non, mais non, mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous fait rire dans cette langue, Ah oui. parce qu'on s'approprie le français, on le fait vivre, on le De plus en revisite. plus, d'ailleurs, la francophonie a intégré les dialectes
Pas qu'au Maroc, hein, je parle avec des amis qui parlent le Wolof, avec des Algériens ou des Kabyles qui parlent le berbère. Et surtout les termes actuels, c'est quand même plus de 20 ans, mais Oui. ils sont conjugués. Par exemple, se follower en Darija, si je veux te dire tu m'as, t'as arrêté de me suivre, c'est unfollowitini. Ils ont conjugué. Par exemple, si je veux Unfollowitini, ça vous veut dire je tu as vous ai arrêté écrit de me sur follower. Facebook, Facebook, je vous ai Facebooké. Petit Facebook, petit Facebook. Facebook Tini. Non mais c'est vrai. Et si t'as envoyé un WhatsApp? WhatsApp éthique. C'est vrai. Mais- Et WhatsApp Tini. WhatsApp et check tout à l'heure. WhatsApp éthique. Ali, vous savez, vous avez quelque chose avec les langues Gad. Parce qu'il y a Nathalie, quelque chose que vous ignorez de Gad Elmaleh, c'est un grand compliment. Vous êtes le seul non-québécois de souche capable d'imiter correctement l'accent québécois. Alors. Parce qu'on a ça en commun. Vous avez la nationalité canadienne Oui, aussi. exactement. Voilà. Et ça me touche que vous le disiez parce que c'est vrai que, d'abord, j'ai vécu au Québec. Et je pense que la raison pour laquelle vous dites ça, enfin, moi je le ressens comme ça, c'est que imiter un accent, c'est comprendre une culture. C'est comprendre les gens avec qui on vit. Le Québec, au-delà de l'accent, il y a une manière. C'est là, c'est ça. Il y a quelque chose qui c'est beau. J'adore la question chauvine. Est-ce qu'il y a un mot ou une expression québécoise qui vous a jamais quitté depuis que vous avez quitté le Québec? Waouh, il y en a une qui me fait à la fois rire, qui est mélancolique et qui raconte tout, c'est « J'ai mon voyage J'ai mon voyage. Est-ce que vous voulez expliquer ce que ça veut dire, j'ai mon Oui. voyage? ». J'en ai marre. Oui, C'est vrai? J'en ai ras-le-bol. Voyage. C'est magnifique. C'est chic. Tu vois? J'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Accent tonique sur le mot. J'ai mon voyage. Voilà. Et on Est-ce a que vu, tu savais qu'au Québec, quand les gens s'embrouillent, quand ils se disputent, ils s'appellent par le prénom et ils précisent le nom de famille. Si par exemple, ta compagne était québécoise, eh ben, si un jour tu l'énerves, elle peut te dire Ali Badou. c'est mon nom. C'est vrai. Mais Parce c'est que que moi, ça quelque m'est chose arrivé. de grave. Il y a très longtemps, je suis sorti avec une Québécoise, elle était énervée, je me dit Gad Elmaleh. Je dis, mais pourquoi tu dis mon nom de famille? Elle me dit parce que je t'ai énervé. Ok, d'accord, tu dis mon nom de famille. Nathalie, tu avais une question à la fois intime, mais très pertinente pour Ibrahim. Là, vous êtes intrigué, hein? J'aimerais vous amener du côté de votre tante, du côté maternel, qui peignait des paysages du Liban et principalement des maisons de votre village, du village de votre enfance. On regarde ici certaines de ses œuvres et je me demandais, est-ce que vous avez conservé certaines de ces œuvres près de vous, soit pour renouer avec des souvenirs ou justement être entouré de ces couleurs et de ces sens? Vous savez, dans ma famille, il y a un oncle qui préside l'Académie française et puis il y a ceux que personne ne connaît. Ma tante, Leïla, est décédée il n'y a pas très très longtemps. Pour moi, c'est une très grande artiste. Personne ne la connaît, mais regardez comme c'est beau. Ce témoignage-là, dans 100 ans, dans 200 ans, est-ce que ces villages seront encore là? Oui. Est-ce que ces peintures ne seront pas un témoignage extrêmement rare, De ce qu'était le Liban. hyper authentique de ce qu'est le Liban aujourd'hui et de ce qu'il est en train peut-être de ne plus être à cause des conflits régionaux? Voilà, donc moi, l'art, il est là aussi. Vous posez une question sur votre rapport au temps. Parce que vous parliez de ce tableau qui sera un témoignage peut-être dans un siècle, dans 2 siècles. Mais un jour, Thomas Bangalter, l'un des 2 Daft Punk, me disait la musique enregistrée, c'est somme toute quelque chose de très nouveau. Avant, on n'avait pas de musique enregistrée, ça a un peu plus d'1 siècle, disons. C'est marrant que vous parliez de ça. Comment on pourra jouer Ibrahim Malouf dans 2 siècles? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, mais par contre, si vous me permettez, c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'effectivement, on est à une époque où il faut aller très très vite. D'ailleurs, la passion du monde de la musique d'aujourd'hui, c'est les IA. C'est-à-dire que tu rentres sur une appli, tu fais « je voudrais une musique qui sonne un peu comme machin, paf, il te le produit, ça y est, ça peut sortir ». Et en 2 secondes, d'ailleurs, tu le... Et ça peut sortir. Et ça peut sortir, il n'y a pas de problème. Hein. Je l'ai testé. Là, on pourrait, avec des IA, créer 12 albums là, en 20 minutes. Oui. Il n'y a aucun problème. Alors que moi, je viens de la musique, évidemment, qui prend du temps pour se construire, qui raconte des choses, etc. Donc, Qui demande du souffle. Qui demande du souffle, absolument. Et pas du clic. Absolument. Et pour avoir du souffle, il faut avoir une colonne vertébrale. Donc, sinon, il ne se passe rien. Donc maintenant, on arrive à créer à partir de rien. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, je suis en train de remonter un projet que j'avais il y a très longtemps, qui est un orchestre qui s'appelle le Free Spirit Ensemble, qui est un orchestre d'improvisation classique. Et pourquoi c'est intéressant par rapport à ce que vous me dites? Parce que
avec cet orchestre, on réapprend à étirer le temps. On a fait un concert il n'y a pas longtemps à Toulouse dans un truc qui s'appelle la série des grands interprètes. Et les gens étaient choqués parce qu'on a fait 1 heure d'improvisation totale avec une 30aine de musiciens où j'ai expliqué au public, là il va se passer un truc qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on va faire improviser des musiciens classiques, on va les faire jammer, ça n'existe plus depuis 3 siècles que des musiciens classiques improvisent. Oui. On va le faire avec tout le monde en même temps, chose qui même il y a 3 siècles ne se faisait pas. Et on va créer ensemble, un peu comme les improvisations géantes dont je parlais tout à l'heure, on va créer une œuvre. Sauf que l'œuvre, on va mettre 1 heure à créer une harmonie. On va mettre 1 heure à créer une mélodie avec 5-6 notes. Mais il faut l'accepter. En fait, il faut accepter qu'une œuvre, c'est comme ça que ça se construit. C'est comme ça que ça se construit depuis des millénaires, en fait. Et aujourd'hui, la technologie nous vend du rêve, nous fait une sorte de fumée. Elle nous enfume, en fait. Elle nous fait croire quelque chose qui n'existera pas. Et je pense que c'est très important que nous, en tout cas les gens qui aiment l'art, on se responsabilise et on réapprend à étirer le temps pour justement que la valeur du temps reprenne sa place. On va continuer ensemble avec la neige dans tous ses états, sous le pinceau d'un peintre, alors non pas québécois, mais finlandais, Pekka Alonen. Une grande exposition lui est consacrée à Paris en ce moment. Mais qui était Pekka Alonen? Alex Vizorek nous dit tout, c'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, partons à la rencontre de Pekka Alonen, un peintre finlandais né en 1865 et qui avait l'air de ne pas trop aimer qu'on le dérange pour prendre des photos. Il est exposé au Petit Palais, même si au vu de certaines œuvres, il aurait peut-être été plus judicieux de l'exposer au Palais des Glaces. Par rapport à la neige. Alonen a peint énormément de paysages finlandais, comme celui-ci, ou celui-ci, ou celui-là. On peut dès lors assez facilement imaginer à quoi ressemblait son ticket de caisse chez son fournisseur de peinture. Encore du blanc, monsieur Alonen? Oui, toujours du blanc. Mais pas de moquerie, parce que quand on voit son travail, on ne peut qu'admirer le talent du peintre, cette précision, cette virtuosité, et surtout, ça doit pas être facile de peindre avec des moufles. Mais parfois, il y a aussi des personnages sur ces tableaux, comme ici, lessive sur la glace. On peut imaginer que c'est un lavage à froid. Et si vous pensez que chez Alonen, il n'y a que de la glace, c'est faux. Il y a aussi une dame blanche. Miam. Et parfois, il peint toute une famille. Ce tableau s'intitule Pihapaiva Yhdistalossa. Il manque un tréma sur le A, le dernier. Ouais. Sinon, ça ne veut pas dire la même chose. Évidemment. Allez découvrir Pekka Alonen, c'est jusqu'au 22 février au Petit Palais. Je m'en irai mourir dans le paradis blanc. Gad, Nina, on a avec nous la chance d'avoir l'un des meilleurs historiens et critiques d'art, Hector Obalk. Il va décrypter les plus grandes œuvres de l'histoire de l'art, et tout ça en 5 minutes chrono. Bienvenue. Je vous présente Gad et Nina. Et pour cette première, Hector Obalk, vous avez choisi un tableau de Cézanne. Oui, Cézanne. Moi, je ne suis pas tellement là pour expliquer le sens des œuvres d'art. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien à comprendre dans une œuvre d'art. Il n'y a que des trucs à aimer. Sauf que tout le monde n'est pas capable d'aimer. Et moi, mon rôle, c'est de faire aimer. Voilà. Et pas faire comprendre. Ce sera dit. Alors, je suis allé en effet à une exposition, parce qu'il y avait une superbe exposition Cézanne, je crois, à Aix-en-Provence, pas je crois, je suis sûr, puisque j'y suis allé avec mon équipe pour filmer particulièrement des tableaux. Et les tableaux de Cézanne, il faut bien dire que ça passionne moins les gens que Monet, parce que Monet, c'est des nymphéas, on est cylindré par le tableau et tout ça. Cézanne, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est 4-5 arbres qui payent pas de mine, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, et je me donne quelques minutes pour vous convaincre que c'est du plus grand art possible. Comment je m'y prends? C'est toujours pareil, moi. Dans tous mes spectacles, je prends un bon artiste et je le compare avec un mauvais. Par exemple, je prends Raphaël et je vais vous dire, regardez, ça vaut pas Pérugin. Le contraire, Pérugin, ça vaut pas Raphaël. Mais je fais pire aussi. Je prends un Hollandais, n'importe qui, du XVIIe siècle, et je le compare avec Chardin. Et là, j'ai pris un Hollandais aussi. Parce qu'il faut toujours quelqu'un, c'est une victime. Quelqu'un qui est un peu moins bon pour que les gens comprennent que ce qui est bon est bon. C'est qui que j'ai pris? Un Hollandais, à l'époque. Vas-y, Vincent van Gogh. Or, c'est peut-être l'artiste que vous préférez tous. C'est-à-dire, c'est même pas celui que c'est le meilleur pour tous. Donc, ça veut dire le courage que j'ai de vous convaincre, avec une croûte de Van Gogh, que le Cézanne, oui, c'est le monde à l'envers. Eh ben non. D'ailleurs, j'ai pas pris le pire. Hein. J'ai pris celui où il y a un peu de il y a un peu trop de crêpes chantilly, mais le sujet est assez similaire, et c'est à peu près les mêmes années, c'est-à-dire les années 80.
On y reviendra tout à l'heure. Et je passe maintenant au Cézanne. Et quand je vois Cézanne, c'est toujours pareil, il faut vraiment que je m'approche. D'ailleurs, on voit beaucoup mieux les tableaux parfois avec une caméra. Si je m'approche, je vois une symphonie de verres, qu'il n'y a pas un verre qui ressemble à l'autre. Je vois qu'il y a du vert différent, et puis toc du bleu. Le bleu, c'est le vide. Et c'est ça qui fait que ça bouge. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le mitraillage de toutes les couleurs, toc, on passe vert, continue un petit peu, tu vas comprendre. Regardez, on pensait que c'était juste un paysage avec 4 arbres tout à fait, quoi, qui payaient pas de mine, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on voit que c'est une bataille. On voit comment est-ce que, je sais pas si c'est des sapins ou autre chose, les branches te cisaillent le tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre, c'est pas n'importe quoi, le tronc d'arbre. C'est pas un tronc d'arbre comme on aurait fait, je sais pas, de Rhin ou n'importe qui. Il y a du bleu, il y a du orange, il y a du violet, enfin, c'est vivant, quoi. Et même là-bas, regardez en bas, un truc qui ressemble, vous voyez, qui s'appelle un buisson. Ça s'appelle un fourré. Un fourré, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à voir. Parce que vous voyez, quand vous faites un chêne, vous dites, je suis un chêne, ok. Mais un fourré, c'est quoi un fourré? C'est un animal qui se gratte le cul. Vous voyez, ça n'a pas un fourré, ça ressemble à rien. Il n'y en aura pas chez Poussin. Il n'y en aura pas chez Claude Lorrain, qui eux font très bien les feuilles. Par contre, lui, il le fait très bien. Vous avez vu comme il y a les ombres, les reliefs, la lumière, tout ça dans un pot fourré. Et devant le fourré, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle une écotone. Et au moment où j'ai dit le mot écotone, il y a quelqu'un qui est en régie qui va faire bouger le truc. Et en effet, qu'est-ce que j'ai devant la prairie? J'ai le sous-bois. Autrement dit, j'ai des petits trucs. L'écotone, c'est quand vous avez une frontière. Une frontière en écologie, ça veut dire que quand vous avez par exemple, je sais pas, la plage, puis après, vous avez le chemin. D'accord? Entre le chemin et la plage, il y a un petit truc de merde. Entre la plage, le chemin et la prairie, il y en a un autre. Entre la prairie, où il fait chaud parce qu'il y a du soleil, et le sous-bois, qui est humide, parce que c'est comme ça, il y a plein, vous voyez, tout ce petit grabuge. Même Cézanne, il sait pas ce que c'est. Mais moi, je trouve ça magnifique. Là, tout d'un coup, ça veut dire qu'il a donné vie à ce petit gravuge de merde qui se trouve même à Paris. Quand vous êtes, par exemple, dans des trucs des cotonnes aussi, vous avez le pavé parisien, près d'un terrain vague, il va y avoir du pissenlit qui va bouger. Lui, c'est ça qu'il fait. Reprenez la phrase de Cézanne, c'est pas « j'ai tout voulu transformer en cubique, en cube et en cône », non. C'est « je voulais faire du Poussin sur nature ». Et il y arrive très bien, en pinant des choses qu'il sait même pas ce que c'est, mais pour moi, c'est magnifique à regarder. Revenons, alors, à Van Gogh. Soyez honnête jusqu'au bout. Lui aussi, il a besoin... De toute façon, si j'en convainc la moitié d'entre vous, c'est déjà pas mal, hein, donc c'est pas la peine de faire la tête, d'accord? Lui aussi, il a le droit à son zoom. Et qu'est-ce qui se passe quand je zoome dans un Van Gogh? Je vois quoi? Eh bien, je vois la même chose, mais zoomé. Ça veut dire que je découvre rien. Ça veut dire que ça n'a aucun intérêt picturalement. Ça veut dire que, déjà, j'étais sûr, de loin, je trouvais que le trait était mou, mais voilà, la mollesse est confirmée. Je veux dire quoi par là? Pas que c'est de la merde, Van Gogh, c'est pas de la merde. Mais quand on compare l'un et l'autre, qui sont derrière moi, je mets en sorte que là, vous voyez que simplement à gauche, parce que justement, il y a toujours des choses à découvrir au fur et à mesure que vous regardez le tableau, c'est la grande peinture. Et à droite, c'est quoi? C'est bien, mais c'est du graphisme. Ça veut dire que c'est bon en reproduction. Ça veut dire qu'on n'apprend rien en le regardant en vrai. Ça veut dire que, en gros, si je devais conclure, pour moi, Van Gogh, c'est bon pour les mugs. Merci Hector Balck. On va ralentir le rythme et prendre le temps de la contemplation chaque semaine et direction aujourd'hui le musée des Beaux-Arts de Bruxelles pour découvrir un tableau du XVIe siècle signé par Bruegel l'Ancien. C'est le dénombrement de Bethléem et vous allez voir, c'est fascinant.
Le dénombrement de Bethléem est à découvrir donc au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. On va se dire au revoir en musique, évidemment. Oli, on vous a demandé quelle chanson vous mettez en joie et vous avez choisi un titre. La vida es un carnaval de Celia Cruz, qui est la chanson que notre père nous a toujours chantée quand on n'allait pas bien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Il faut pas pleurer, la vie n'est qu'un grand carnaval. Et vous voulez chanter ? On peut essayer. Oui, Charlie ? De toute façon, je ne chante pas un mot d'espagnol, alors je ferai la musique. La vie est un carnaval. La vida es un carnaval. Oui ? Allez. On va essayer. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y la pena se van cantando. Ali. Hay que Faut pas llorar, oui. que la vida es un carnaval. Y la pena se van cantando. Génial. Merci infiniment, merci Charlie, merci Oli, merci Karl. Le meilleur de la Grande Galerie francophone, c'est terminé. On se retrouve en replay et sur l'application TV5 Monde Plus que je vous invite à télécharger de toute urgence. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, tout de suite sur notre antenne, le 64 minutes.